Merci. Bonjour à tous. Alors, il me revient la charge, peut-être l'honneur, je ne sais pas, de clore votre journée de travaux. Le prof que je suis sait que c'est pas la meilleure heure, tellement on rêve déjà de rentrer doucement chez soi, les pantoufles, les poissons chauds en vue, peut-être bientôt l'apéro, je ne sais pas. En tous les cas, le sujet n'est pas si facile puisque Roland m'a proposé, je lis, s'inscrire dans une relation équilibrée et apaisée entre homme et nature. Rien que ça n'invite pas forcément à être traité en trois mouvements, mais je vais tenter de vous donner quelques petites remarques, peut-être quelques petites questions, puisqu'effectivement, je suis le seul véritable candide de cette honorable assemblée, et peut-être terminer cette journée par un point de vue que j'ai souhaité volontairement décentrer. Alors d'abord, je voulais vous faire part d'une expérience qui a été menée il y a quelques années dans la Drôme. On a fait venir un chaman amérindien de la tribu des Kogis de Colombie pour rencontrer des hydrauliciens afin de porter notre regard sur les bassins versants. Le chaman s'étonna des puits de captage et des fils barbelés qui les entouraient et demanda, je cite, « Qui a décidé de prendre toute l'eau comme ça et de mettre un grillage? Si vous décidez seul de prendre toute l'eau, alors les oiseaux, les chevreuils, les sangliers, les insectes et tous les autres êtres vivants, que vont-ils faire s'il n'y a plus d'eau? Pourquoi n'avez-vous pas partagé ?» Dans la même veine, un certain nombre d'États, et le premier, l'Équateur, reconnaît depuis 2008 dans sa constitution les droits de la terre-mère, Pachamama pour les peuples premiers d'Amérique latine. Et puis chez nous, plus près, on voit quand même un certain nombre de tentatives d'élaborer des parlements pour la Loire, pour le Rhône, qui suggérerait l'idée que finalement les activités humaines osent se laisser regarder par le fleuve, une espèce de retournement, comme s'il était en amont ou en aval de nos histoires, notre grand frère ou notre grande sœur. Donc, une espèce de décentrage, alors qui pose plein de questions juridiques, etc., mais à mon avis, qui est intéressant. Et évidemment, cette relation équilibrée, telle qu'elle m'a été imposée par la feuille de route, elle passe, je crois, nécessairement par l'imagination, par le désir, par l'utopie. Je lisais qu'il y avait à peu près 800 000 barrages à l'échelle de la planète, 600 en France. Il s'en ouvre 2 par jour sur la planète. Et j'ai trouvé une information, alors je ne sais pas si vous me la confirmerez, la rétention des sédiments par les barrages serait équivalente à 170 km3 chaque année à l'échelle mondiale. Donc les impacts de l'homme, on parle de la vie bien souvent, mais alors on est en train de changer complètement, on va dire, la géologie, ce qui pose effectivement un certain nombre de questions. Alors je vous disais, évidemment qu'il y aura un recours nécessaire par l'imagination, le désir, l'utopie, et je pensais à l'utopie ou la mort, vous savez, ce qu'avait prophétisé le bon René Dumont il y a exactement 50 ans, cette année, puisque lorsqu'il se présentait à l'élection présidentielle, donc en 1974, premier candidat écologiste au monde, il buvait à la télé longuement un verre d'eau devant des Français qui étaient amusés ou médusés. Bon, il fit 1,3% des voix. Ce qui est sûr, c'est que face à la crise écologique, les réponses sont bien évidemment techniques. On en a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui. On mobilise des arsenaux réglementaires, juridiques, on a entendu ça, politiques, un petit peu tout à l'heure, éthiques. C'est évidemment nécessaire, mais il me semble, et certains élus l'ont dit d'ailleurs, que ça serait une erreur de négliger la part affective. J'oserais même dire presque spirituelle de ces enjeux. Parce que si on considère que l'écologie, c'est notre relation vivant à nous-mêmes, aux autres éléments du vivant, je crois que quand on laisse résonner en soi les ébranlements que procure l'assèchement d'une rivière, les ravages d'un incendie, la disparition d'une espèce emblématique, ou pourquoi pas les plages de galets de mon enfance, que moi je me baignais tous les ans au-dessus de la Roque Gajac, on fait bien une expérience spirituelle de la désolation. Et on ne doit pas ignorer l'effroi que suscitent les désastres planétaires, la peur de l'effondrement, l'anxiété d'un avenir sans avenir. Mais moi-même qui suis donc prof au lycée, les jeunes que j'ai en face de moi ne cessent de me renvoyer un eau de là, qui nous oblige.
et qui nous interroge, parce qu'une société qui n'a pas de futur, en fait, au bout du bout, elle autorise tous les replis individualistes. Puisque la Terre est foutue, autant en profiter jusqu'au bout. Et ce genre de retour que les jeunes gens nous renvoient, ils ont bien raison de nous penser responsables un peu de tout ça, m'ont conduit, par exemple, à changer ma manière d'approcher avec eux les questions environnementales. Avant, j'avais tendance un peu à dramatiser parce que je me suis dit, bon, il faut quand même qu'ils acquièrent une forme de lucidité sur l'état du monde, des rivières, des forêts, de la biodiversité, tout ce que vous voulez. Maintenant, j'insiste. Alors, je dis des choses, mais j'insiste sur toutes les expériences réussies de résilience qui sont menées par des hommes, des femmes formidables partout dans le monde, parce qu'il faut essayer de ne pas alimenter une anxiété qui, en réalité, serait la justification d'un repli individualiste total. Donc, vous voyez bien que présenter la crise écologique ici et les questions relatives au transit sédimentaire, en termes de problèmes techniques, c'est évidemment nécessaire. On y répondra techniquement. Mais vous voyez qu'on se retrouve, enfin, ça m'a frappé, hein, tout à l'heure, je me suis dit, bah, finalement, on est en train de corriger les choses que les hommes ont mal faites il y a 30, 50 ans ou un siècle. Et on peut imaginer, on peut parier que dans 10, 20 ou 30 ans, on corrigera nos propres corrections et qu'on est dans une espèce de course sans doute nécessaire. Hein, il faut mener le combat, mais on voit bien qu'on s'inscrit dans une sorte d'écologie de la réparation qui paraît parfois une espèce de travail de Shadok. Alors qu'il faudrait aussi, plutôt, je ne sais pas, une écologie de la fondation et pas simplement de la réparation. Donc j'en reviens évidemment à l'émotionnel, au sentiment d'appartenance qu'évoquaient les maires, au vécu des riverains, des usagers, monsieur qui représentait la pêche. Évidemment, depuis le Paléolithique, les sociétés humaines ont vécu en relation avec la Dordogne, pourvoyeuse de nourriture, voie de commerce, productrice d'énergie, avec les moulins, puis les barrages, et puis ensuite l'or bleu nécessaire à tous les usages, les champs cultivés, les usines, nos maisons. Mais ça s'inscrivait dans un ensemble de croyances où les emprunts que l'on faisait à la nature étaient accompagnés par une espèce de respect religieux qu'on lui devait, qu'on a peut-être un peu perdu, avec l'économie, on va dire, d'extraction, qu'on pourrait penser être une économie quand même relativement prédatrice, nous a fait un peu perdre le fil de nos attachements. Et tout n'est pas perdu, puisqu'on voit quand même que l'intérêt pour les paysages, pour la préservation des écosystèmes, elle avance dans la société. Voilà, on voit quand même que les actions que vous menez, que vous avez détaillées, elles ont été financées par la puissance publique. Donc on voit bien que si elles ont été financées, c'est que les financeurs ont compris que l'opinion était quand même relativement en train de bouger. Donc l'urgence a au moins le mérite de faire monter, on va dire, le niveau de conscience. Mais bon, l'homme et la nature, comme vous me le demandiez dans la petite note, aujourd'hui ne peuvent plus être considérés comme deux entités qui se font face, avec l'homme qui serait, vous le savez, maître et possesseur de la nature, et en face une nature qui serait simplement réceptrice passivement, on va dire, de nos besoins en eau, en terre, en cailloux. Donc, penser mieux l'homme, c'est c'est pas le moins le penser, mais mieux le penser, c'est-à-dire en interaction avec tous les éléments de la nature avec lesquels on doit construire un avenir. Et là, il y a quand même un certain nombre aujourd'hui de penseurs qui essayent de donner un peu de proposer des réflexions pour essayer de comprendre une relation qui serait faite d'échanges dans les deux sens. Je pense par exemple à Baptiste Morisot, vous connaissez le pisteur philosophe, qui nous parle de relations diplomatiques avec la nature, ce qui suppose quand même quelque chose dans les deux sens. Une historienne de l'art, Estelle Zong, qui promet une esthétique de la rencontre, ou encore le philosophe Yves Citon, qui parle d'écologie de l'attention, ce qui est peut-être un peu ce que vous faites les uns les autres là où vous êtes. En tous les cas, une sorte de philosophie du soin, qui s'apparente d'ailleurs en grande partie aux réflexions qui sont menées par les philosophes qui réfléchissent aux soins au sens médical. En tous les cas,
on doit réussir à s'appuyer sur probablement parvenir à s'appuyer sur ce désir, cet attachement qu'il faudrait peut-être réussir en partie à reconstruire. Et évidemment, ça passera aussi par des nécessités de médiation, et qui a été rappelé tout à l'heure par un certain nombre d'intervenants, parce que les réponses techniques, financières, elles sont évidemment politiques, et pour conserver le soutien des élus, qui sera nécessaire, parce qu'il y a quand même du pognon qui est en jeu, d'après ce que j'ai compris, que ce soit des élus d'ailleurs qui soient au niveau européen ou locaux, il faudra quand même que ces élus comprennent que leurs concitoyens ne leur pardonneront pas d'abandonner leurs rivières, parce qu'elles font partie de notre patrimoine, de nos vies, de nos imaginaires. L'eau des rivières coule dans nos veines, elles font intimement partie de nous, et c'est la tâche à laquelle nous nous sommes attelés. Voilà, j'ai une petite association d'édition avec laquelle voilà, on a fabriqué ça avec les amis d'Épidore et puis un certain nombre d'intervenants aujourd'hui. Et je voudrais rappeler, pour terminer, d'ailleurs il y en aura quelques-uns à la sortie, parce qu'on en a fait sur les champignons, sur la forêt, etc. Je voulais donner un extrait de la déclaration d'intention de cette collection là, qui a été lancée il y a une dizaine d'années. Donc, il s'appelle Sédiments, donc je n'avais pas fait exprès, mais effectivement, là, aujourd'hui, ça tombe bien. Voilà donc l'extrait de l'intention. Nous nous engageons dans une volonté de retisser des liens intelligents et sensibles entre l'homme et la nature, entre le passé et le présent. Constatant la solitude glacée et désenchantée de l'homme moderne, il s'agit alors de recréer de la filiation par une archéologie intime du passé, explorer les couches superposées de pierres, d'humus et d'intention, dévoiler le socle géologique et les empreintes paysannes, le secret des forêts et des sanctuaires, la vigueur des rivières et l'économie des lieux. Bref, accroître la complicité, la porosité à tout notre petit monde pour y vivre pleinement et mieux en imaginer l'avenir. Donc nous sommes heureux voilà, de vous proposer quelques livres à la sortie. On a d'ailleurs édité un texte de Christian Signol qu'il a fait sur la rivière, un texte documentaire. Il y en a quelques-uns aussi. Et je voulais enfin citer un des précurseurs de l'écologie, un Américain, Aldo Leopold, qui était à la fois écrivain et forestier, et qui nous enjoignait de penser comme une montagne. À nous d'essayer de penser et de sentir comme une rivière, en tous les cas la Dordogne que nous aimons tant. Voilà, merci à vous.